Ok, c'est bon. Maintenant, je disais, nous avons vu plusieurs classifications d'épidémies. Il y a plusieurs schémas possibles d'études aussi. Ce que vous devez retenir, il y a ces deux champs, ces deux grandes familles d'épidémies. Épidémiologie observationnelle et épidémiologie interventionnelle. Donc, nous avons vu ça ensemble aussi. Nous sommes maintenant en train de voir les détails. Les détails, par exemple, étude transversale, vous allez voir c'est quoi une étude transversale. Le plus souvent, c'est la première des choses à faire devant une situation. C'est de faire la photographie de la situation. C'est-à-dire, vous allez faire une image ponctuelle d'une situation donnée. Donc, tous les éléments que vous aurez, vous allez décrire ces éléments. Vous allez utiliser les notions des statistiques pour décrire ces éléments. Vous avez vu avec, en première période, la biostatistique. Donc, biostatistique, épidémio, ils sont intimement liés aussi. Donc, comment décrire si c'est un élément, c'est une variable qualitative. Donc, vous connaissez les variables qualitatives, on peut les résumer soit par effectif, soit par pourcentage. Ça, c'est variable qualitative. Donc, vous connaissez aussi les types de variables qualitatives. Ces variables qualitatives, il y en a deux ou trois. Il y a binaire, qui ne prend que deux modalités possibles. Il y a ordinal, qu'on peut ordonner, c'est-à-dire il y aura une échelle. Il y a nominal, on peut juste nommer. Ça peut être des variables quantitatives. Variables quantitatives, en ce moment, vous allez utiliser les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Donc aujourd'hui, je reviens encore, on va voir ensemble c'est quoi une étude transversale en épidémiologie. Donc voici les plans que nous allons suivre ensemble. Après l'introduction, vous allez voir, ça sera une brève introduction. Les schémas possibles. C'est les mêmes plans. Bon, je ne sais pas si les collègues vont suivre le même plan que moi pour les études cas témoins et cohortes, mais c'est les mêmes plans que j'utilise pour les études en épidémiologie. C'est-à-dire ça, c'est les plans de référence. J'avais partagé un document avec vous la semaine passée sur l'épidémie. J'ai partagé avec vous sur l'épidémie. Je ne sais pas si vous a donné. Mais j'ai un autre livre aussi, un autre livre en PDF. Je vais vous partager ça. Ça, c'est la référence pour les francophones en matière d'épidémiologie. C'est Jean Bouillet. Jean Bouillet, il a un livre, c'est ça notre référence en matière d'épidémiologie. Donc, c'est le plan que cet auteur suit pour faire ces cours-là. Schéma d'études, vous allez voir ensemble. On va voir population source et sélection d'échantillons. Population source, est-ce qu'on n'a pas vu ça ensemble? En biostatistique, quand on faisait l'intervalle de confiance, c'est-à-dire il y a la population, il y a l'échantillon. Mais on va y revenir encore. On va voir tous ces éléments-là ensemble. On va voir comment on mesure l'exposition, comment on mesure l'événement. On va voir ensemble les biais. Les biais, en épidémio, quand on vous dit biais, ça, c'est des erreurs. Les erreurs qui peuvent survenir habituellement en épidémio, c'est à 3 niveaux. Donc, on va vous définir les 3 niveaux possibles d'erreurs. Il y a biais de sélection au moment où vous allez recruter les patients pour faire l'étude. L'erreur qui survient, ça, c'est les biais de sélection. Maintenant, comment classer en utilisant des méthodes? Il y a des erreurs qui peuvent intervenir. C'est-à-dire, vous allez classer ces patients dans catégorie A, B, C, D. Les instruments que vous utilisez pour faire la mesure ou en faisant les classements aussi, les erreurs qui surviennent, ça c'est le deuxième type d'erreur. Ça, on appelle ça le biais d'information.
Donc, le troisième biais qui est un peu compliqué, il faut le voir, ça on appelle tiers facteur. Tiers facteur, c'est-à-dire lui, entre l'événement et l'effet, il va intervenir à ces niveaux. Donc, on va voir tout ça en détail dans les études transversales, dans les études cas témoins, dans les études cohortes. Comment analyser ces données. L'objectif, le but final d'une étude, c'est toujours faire l'analyse. Vous allez recueillir l'information, c'est pour faire l'analyse. L'analyse, vous le faites avec des méthodes statistiques pour avoir un résultat. Par exemple, actuellement avec Covid, on vous dit le vaccin, il est efficace à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des données, ils travaillent sur ces données-là. En analysant ces données, ils vont retrouver que 40% ne répondent pas. Donc ça, c'est l'analyse qui va nous donner. Maintenant, le dernier point, ça c'est l'avantage et limite. Chaque chose, il y a ses rapports bénéfices-risques. Donc c'est ce que nous allons voir, les avantages. Vous allez voir les études transversales. C'est des études très faciles à réaliser. Parfois, ça peut ne pas demander beaucoup de moyens, à la différence des études analytiques. Et rapidement, on a nos résultats. Nos résultats qu'on peut utiliser, qu'on peut extrapoler pour d'autres situations. Donc, ces limites, c'est quoi aussi? C'est-à-dire, c'est une étude qui a les niveaux de preuve. C'est une échelle niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Parmi ces niveaux de preuve, les études transversales, c'est niveau de preuve 1. Ça veut dire, quand vous avez une étude de niveau de preuve 3 ou 4, les résultats reflètent mieux la réalité que les études du niveau 1. Donc ça fait partir de cette limite également. Parce que lui, il va nous permettre de juste, quand vous faites par exemple les études de prévalence, on va voir que ça fait partir des études transversales, les études de prévalence d'une maladie X par exemple dans la population. C'est vrai, il va vous donner la prévalence, mais il ne va pas aller au-delà. Il ne va pas vous dire non, est-ce que cette catégorie de population est à risque par rapport à l'autre. Il ne peut pas vous donner tous ces éléments. Donc, ça veut dire que le niveau de preuve est limité par rapport aux études analytiques. Études analytiques, on avait déjà vu ça dans la partie introduction, c'est quoi? Ça, c'est des études étiologiques. C'est des études où on va chercher un lien entre l'exposition et la survenue d'un événement. C'est des études cohortes, c'est des études cas témoins. Je pense le module, le premier chapitre qu'on a fait, j'ai partagé les slides, j'ai partagé les PDF avec vous. Oui, oui. De temps en temps, il faut revenir sur ça. Ça va vous permettre de comprendre le reste du cours. Quelqu'un peut lire ça? Les études transversales portent sur les sujets de la population étudiée. Au moment de l'enquête, elles mesurent classiquement l'exposition et ou l'état de santé à ce même moment. Elles ont principalement un objectif positif. Elles sont largement utilisées en épidémiologie des risques Professionnels. Oui. Je ne sais pas pourquoi, comment on fait disparaître ça. Les risques professionnels. Oui, c'est risque professionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'ici on nous dit? On nous dit ça porte sur les sujets de la population. Je vous ai dit population, ça ne veut pas dire forcément population humaine. L'épidémiologie, ce n'est pas seulement pour nous les humains. Santé animale, ils utilisent l'épidémie. Maintenant, notre population, c'est quoi ici? Ça peut être un groupe d'individus. C'est-à-dire, si vous prenez ceux qui ont l'HTA, ça sera une population aussi.
si vous prenez un ensemble de sujets qui ont le cancer, c'est considéré comme une population. Donc, c'est sa population ici. Au moment de l'enquête, ça veut dire quoi? C'est ce que j'avais dit tout de suite. Ça veut dire que c'est une photographie au moment de l'enquête. Il vous donne l'image au moment où vous réalisez l'enquête. Ce n'est pas une image antérieure, ce n'est pas un processus issu d'un suivi. Vous allez voir, quand nous allons voir les études cohortes, ça demande un suivi 3 mois, 6 mois, 1 année, voire 5 ans au-delà. Donc, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, lui, il te donne seulement la photographie au moment de l'enquête. C'est ce qu'on veut dire ici. Ça dépend du critère de jugement, ça dépend de l'intérêt. L'exposition ici, c'est large. Et une état de santé. Maintenant, si vous voulez faire une étude sur les tabacs, l'exposition, ça sera les tabagistes. Donc, quand vous partez faire l'enquête, il y aura ceux qui fument, ceux qui ne fument pas. Donc, ça, c'est notre exposition. L'état de santé, par exemple, le malnutrition, c'est l'état de santé. Si vous voulez connaître la prévalence, le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition, c'est un état de santé. Donc, vous sortez, vous allez faire l'enquête sur le terrain. Au moment de l'enquête, vous allez recueillir des données. Par exemple, si c'est des populations d'enfants, vous avez des paramètres simples pour classifier en 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Rouge, ça veut dire l'état de malnutrition est avancé. Jaune, c'est modéré. Vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de malnutrition. Donc, vous avez cette photographie au moment de l'enquête. Et ça vous donne la prévalence. La prévalence, c'est quoi? On a vu ça en biostatistique aussi. J'avais dit c'est un chapitre transversal. La prévalence, c'est ceux qui sont malades, les anciens et les nouveaux cas. Si c'est maladie, ça peut être un événement aussi. Donc, c'est les anciens et les nouveaux cas. C'est sa prévalence. Le fait de nous dire que généralement, ça a un objectif descriptif, c'est ça on a dit. Généralement, on fait ces études transversales, c'est pour décrire une situation à laquelle on s'intéresse. C'est largement utilisé en épidémie, c'est-à-dire la première des choses. Il faut toujours faire une étude transversale. C'est à travers ces données, si vous voulez faire une étude poussée, vous allez utiliser ces données pour faire des études cas témoins, pour faire des études cohortes. Maintenant, dans la littérature, si c'est déjà fait, vous allez utiliser ces informations-là pour faire le protocole de votre étude cas témoin ou de votre étude cohorte. Vous êtes tous du domaine de la santé ou il y a d'autres secteurs? Il y a d'autres secteurs. Lesquels? C'est? Moi, c'est mon département. Non, secteur, je veux dire, il y a 2 ans, j'avais des économistes avec moi, donc c'est ce que je veux savoir. Si vous êtes tous de la santé. Ouais, il y a d'autres secteurs. Gestionnaire de formation. Ok, parfait. C'est pour parfois donner des exemples dans ces domaines-là, oui. Socio-anthropologie. D'accord, ça rejoint un peu la sociologie, santé humaine, santé publique. D'accord. Ok. Donc, j'ai compris. Maintenant, dans le domaine de la santé, quelqu'un peut me donner un exemple d'un problème de santé. Ensemble, on va
on va formuler une étude, le titre pour une étude transversale. Un problème de santé. Le professeur. Vous avez ça dans votre zone sanitaire. Allô? Ensemble, on va formuler le titre pour une étude transversale. Allô, professeur? Allô? Oui, on vous écoute. Ok, un exemple. Oui. Si on veut connaître l'association, parler à haute voix, hein. Association entre paludisme et grossesse de... Non, moi j'ai dit, vous allez juste donner d'abord le problème. Ah, ok. Et ensemble, on va formuler. Oui. Ok, ça veut dire augmentation du décès maternel dans le district sanitaire de Fana. Décès maternel. Oui, augmentation du décès maternel. Donc, laissez augmentation, on prend décès maternel d'abord. Ok, décès maternel dans le district sanitaire. Donc, décès de maternel, on considère ça comme un problème de santé dans le district sanitaire de Fana. C'est ça, dans la région de Dioula. Voilà, région de Dioula, exactement. D'accord. Petit poids de naissance. Faible poids de naissance. D'accord, prenons décès maternel. Qu'est-ce que maintenant, décès maternel, si c'est vous êtes agent de santé, clinicien, il vous arrive de constater beaucoup de cas de décès maternel dans votre zone. La première des choses à faire, c'est quoi? Vous voulez comprendre cette situation. Qu'est-ce que vous allez faire? Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, nous allons faire l'investigation pour identifier les causes. D'accord, avant d'arriver là-bas d'abord. Avant d'arriver. Avant de faire l'investigation. Parce que l'investigation, vous le faites devant la situation directement. Oui. Par exemple, on vous demande... Il y a eu des décès maternels dans votre zone sanitaire ou district sanitaire. Vous voulez comprendre. Il faut d'abord chiffrer. La première des choses, il faut chiffrer ça d'abord. Donc maintenant, vous allez voir au cours d'une période, vous avez eu combien de décès maternels. Ok. Donc, pour formuler ça en étude transversale, le titre peut être prévalence du décès maternel dans les districts sanitaires de Fana entre le 1er janvier 2021 ou bien le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Oui. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir une idée sur la prévalence du problème de santé d'abord. Ok. Maintenant, comment faire ça? Vous allez voir l'ensemble de vos formations sanitaires, c'est-à-dire les aires de santé, les maternités ruraux ou quelque chose comme ça, partout où on fait des accouchements. On est dans le décès maternel. Oui. Donc, vous allez recenser tous ces cas de décès durant cette période. Ok. Donc, ça va vous permettre d'avoir les chiffres. Ces chiffres-là pour votre district sanitaire. Oui. Si vous avez ces chiffres, vous pouvez les comparer aux chiffres des districts voisins où vous avez les mêmes contextes, ou bien vous pouvez les comparer par rapport aux chiffres du pays, ou bien aux chiffres des pays voisins. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, les causes là, ça c'est aller plus loin encore. Ok. Mais les causes aussi, ça peut être une étude, ça peut être une étude transversale. En ce moment, ça sera l'étude sur les causes du décès maternel.
OK. Donc, ça va trouver que vous avez déjà les reculs sur cette situation. Vous connaissez déjà les causes majeures. Et si vous avez la documentation qui vous permet de lier décès et causes, vous allez recenser ça à travers un questionnaire. OK. Maintenant, dans le protocole de l'étude, vous allez définir, ça sera exhaustif. C'est-à-dire, vous allez prendre l'ensemble des cas. Sinon, il y a des méthodes aussi. On sait qu'on peut, dans certaines situations, on ne peut pas utiliser l'ensemble des sujets. Donc, on va faire recours à un échantillonnage. Il y a des formules derrière qui vous permettent de calculer le nombre de sujets nécessaires à inclure. Donc, si vous avez ces nombres-là, vous partez sur le terrain, vous allez recueillir les informations. Arrivé ici, c'est 326. Quand vous arrivez à avoir 326, vous arrêtez. Mais si vous pensez que vous pouvez avoir l'ensemble et que c'est faisable, vous allez utiliser l'échantillonnage exhaustif. L'échantillonnage aussi, c'est un chapitre qu'on doit pouvoir ensemble. C'est bon? Donc ça, c'est décès maternel. Oui? On continue? Oui, on peut continuer. Oui, oui. Qui va lire? Dans les études transversales, le recrutement est transversal, entre parenthèses, chaque sujet est pris une seule fois. Le recueil des informations pour l'événement, entre parenthèses, présent ou passé, elle pose principalement deux types de problèmes. La relation temporelle, facteur étudié et événement. Le biais de sélection. Voilà, le biais de sélection. Donc ici, qu'est-ce qui n'a pas été compris? On nous dit que le recrutement est transversal, c'est-à-dire, c'est l'exemple que j'ai dit tout de suite là. Vous montez un protocole pour faire une étude transversale, vous avez utilisé la formule, il vous faut 423 personnes à inclure dans l'étude. Maintenant, le recrutement est transversal, ça veut dire que chaque sujet est vu une seule fois. Si vous partez sur le terrain, quand vous voyez cet individu, vous n'allez plus revenir pour le revoir encore. À la différence de l'étude cohorte, où vous êtes obligé de voir ces mêmes personnes à différents moments de l'étude. Donc, c'est ça transversal, une seule fois. Une image, une photographie. Maintenant, l'événement, effectivement, l'événement, ça peut être présent ou passé. Présent ou passé. Ça veut dire quoi? Vous pouvez, dans certaines situations, demander est-ce que le sujet il avait été exposé dans le passé à telle ou telle situation. Si nous prenons, par exemple, cancer mésothéliome pleural, c'est un type de cancer qui est lié à une substance utilisée dans les bâtiments et travaux publics. On appelle ça amiante. Donc, tous ceux qui ont été exposés à cette substance, ils ont développé le cancer, un type de cancer pleural qu'on appelle mésothéliome pleural. Donc, vous pouvez demander ces personnes, est-ce que dans le temps, ils ont travaillé avec ces substances. Donc, c'est ça, on dit l'événement peut être présent ou passé. Donc, les deux problèmes majeurs pour une étude transversale, c'est la relation temporelle. C'est comment faire en sorte qu'on va étudier l'exposition et la survenue de l'événement. Lier l'exposition à la survenue de l'événement. C'est l'exemple que j'ai dit tout de suite. L'exposition à l'amiante et la survenue du cancer pleural, mésothéliome pleural.
Donc, parfois, ça pose problème dans les études transversales. Parce que dans les études transversales, on ne va pas rentrer trop dans ces détails-là. On ne va pas lier l'exposition et l'événement. Ce n'est pas adapté. C'est dans les études cohortes, les études cas témoins, on va le faire. Parce que dans les études transversales, on fait juste une photo. On ne va plus revoir les patients une seconde fois, une troisième fois. Biais de sélection, j'ai expliqué. Biais de sélection, c'est quoi? C'est les erreurs qui surviennent au moment où vous allez sélectionner les sujets qui vont rentrer dans l'étude. Maintenant, oui, je vais expliquer. Biais de sélection, c'est les erreurs qui surviennent au moment de la sélection des personnes qui doivent participer à l'étude. Par exemple, un exemple, vous allez faire une étude dans un hôpital. Dans un hôpital, vous allez faire l'étude sur des patients qui ont HTA, par exemple. Vous allez partir. Si vous décidez de le faire seulement dans les hôpitaux, vous allez perdre ceux qui ne vont pas consulter dans les hôpitaux. Donc ça sera un biais de sélection. Il y a également des biais, un type de biais de sélection qu'on appelle les travailleurs qui sont en bon état de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le plus souvent, si vous décidez de faire une étude dans la population générale, ceux qui sont en bon état de santé, ils ne vont pas consulter dans les formations sanitaires. Donc, vous n'aurez pas l'information sur cette partie de la population. C'est pour cela que vous allez utiliser des méthodes. On appelle ça, l'échantillon doit être représentatif de la population. Si l'échantillon n'est pas représentatif de la population, vous allez vous retrouver avec ces types d'erreurs. Donc, chaque fois que vous êtes amené à faire une étude, que ce soit transversale, cohorte, cas témoin, vous devez travailler à minimiser ces erreurs. C'est ça l'objectif aussi. Parce que si vous ne minimisez pas ces erreurs, vous allez vous retrouver avec un résultat qui ne va pas refléter la réalité. C'est ce que je vous ai dit quand, dans les années 50, le premier auteur Dole et Hill, quand ils ont travaillé sur cancer du poumon et tabac. À l'époque, ses pairs l'ont dit non, ces études-là, il y a beaucoup d'erreurs. C'est pour cela, lui-même, il a travaillé après, il a fait sortir des études cas témoins, la méthodologie pour études cas témoins, études cohortes, tout est parti de lui après. Parce qu'il avait fait une étude transversale, ses collègues ont dit non, ces études transversales-là, il y a probablement un biais de sélection. Peut-être les personnes que tu as recrutées dans l'étude, sûrement, la majorité étaient des fumeurs. Donc, si la majorité était des fumeurs déjà, tu as oublié l'autre partie. Donc, tu ne peux pas faire cette relation cause-effet entre tabac et cancer du poumon. Alors, professeur? Oui? Et je peux poser une question? Oui, vas-y. Voilà. L'exemple que vous avez donné sur l'HTA par rapport au biais de sélection, est-ce que, par exemple, la mauvaise prise de la tension artérielle peut être considérée comme biais de sélection? Non, ça c'est un biais d'information. OK. J'avais expliqué ça dans l'introduction, mais on a tout un chapitre sur ça. Okay. C'est-à-dire le fait de ne pas bien mesurer. Mesurer, oui. Chaque fois que l'erreur survient oui. de l'instrument ou de la manière de mesurer, on appelle ça biais d'information. OK. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir. Maintenant, biais de sélection, c'est chaque fois que l'erreur survient au moment du recrutement, de la sélection des individus à participer dans l'étude.
C'est bon? Donc, on avance. Voici les principes. Bonsoir. Les principes, Bonsoir. les voilà. Oui, il faut nous lire les principes. Les principes et schémas d'étude. Elle consiste à mesurer en même temps l'existence, mais l'écran est assuré par des taches noires. On ne voit pas bien l'écran. L'exposition à la caractéristique étudiée et l'événement. On ne voit pas les restes, quoi. Les sujets sont issus d'un échantillon. Ok, donc nous, on va les lire ici. Voilà, sinon on ne voit pas l'écran. On va les lire. Assuré par Je des pense taches noires. que c'est plus simple pour vous aussi. Vous prenez comme ça petit des principes, ce qu'on va donner dans l'explication, vous notez. Il veut dire qu'il y a des taches noires. Vous donnez ça en PDF. Ça vous facilite la lecture, quoi. Professeur. Maintenant, les principes. Professeur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les caractéristiques d'un échantillon? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un chapitre, on va voir ça. Maintenant, ici, on est un peu superficiel là, mais au moment opportun, quand on va voir les chapitres, il y aura méthode d'échantillonnage, il y aura biais, c'est un chapitre d'épidémie, on va le voir. Merci. Donc ici, les principes, c'est en même temps que vous allez mesurer l'exposition et l'événement. Parce que c'est une seule fois, vous allez faire la photo une seule fois. Donc vous allez faire les deux en même temps. C'est l'exemple, l'amiante mésothélium pleural. Ça peut être l'intoxication au plomb qui donne le saturisme, c'est-à-dire généralement les anciens bâtiments, les tuyaux là, quand ils vieillissent, il y aura du plomb dans l'eau. Les enfants qui consomment ça, ils vont faire le saturisme. Ça, c'est des exemples. Saturisme, c'est-à-dire ils auront un problème avec l'hémoglobine. C'est une maladie d'hémoglobine. Oui, ça touche le globule rouge. Donc ça, c'est des exemples, mais on a plusieurs exemples. Hein. Chacun d'entre vous peut proposer des exemples. Ça dépend du type. Par exemple, HTA. L'HTA, si l'hypertension artérielle, si l'objectif est de voir est-ce que le traitement le traitement est efficace, si l'objectif est de voir est-ce que c'est lié à tel ou tel, parce qu'on sait que l'HTA dans 85% c'est essentiel, ça veut dire que ça survient comme ça. Maintenant, il y a des facteurs qui font que tu vas faire l'HTA. L'HTA peut être lié au diabète, ça peut être lié à l'inactivité, ça peut être lié aux consommations du tabac, alcool, ainsi de suite. Donc, si vous voulez connaître tout ça, donc vous allez recueillir ces informations sur l'exposition, en même temps l'événement. L'événement, c'est l'issue. L'exposition, ça peut être l'environnement, ça peut être habitude de vie. On a vu ça dans l'introduction. C'est bon? Des exemples? Quelqu'un me donne une situation ou un problème de santé, on va donner l'exemple. J'avais donné le faible poids de naissance. Oui, faible poids de naissance, faible poids de naissance. Maintenant, si on fait faible poids de naissance, ça c'est l'événement. Maintenant, l'exposition, qu'est-ce qui fait qu'on a faible poids de naissance? Donc, on a une liste à travers la littérature, à travers la recherche documentaire. Donc, vous allez chercher ces informations en même temps que vous cherchez l'événement. Faible poids de naissance, ça peut être dû. Faible poids à la naissance, c'est les tabacs. Faible poids à la naissance, ça peut être dû à quoi? Les causes possibles. Ça peut être dû au tabagisme. Il y a l'HTA. Il y a le paludisme, le tabac. Oui. D'accord, laissons faible poids à la naissance. Oui. Prenons un autre exemple.
On peut donner la malnutrition et l'insécurité. L'insécurité, ok. Et la malnutrition. D'accord. Donc ça aussi, c'est l'événement, c'est quoi ici? L'événement, c'est l'insécurité. Il faut bien regarder. L'événement, c'est l'issue. La malnutrition d'événement ici. Donc l'exposition, c'est quoi? C'est l'insécurité. L'insécurité, ok. Oui. Donc on nous dit les sujets sont issus d'un échantillon de l'ensemble de la population visée. Donc ça revient à ce que j'ai dit encore. L'échantillon là, il doit être représentatif de la population. S'il n'est pas représentatif, ça va donner un résultat erroné. Par exemple, si vous prenez notre population, on n'a pas les mêmes caractéristiques que les pays occidentaux. Parce que les pays occidentaux, il y a certains maintenant, ils ont plus de personnes âgées que des jeunes. Alors que nous, c'est le contraire. Les jeunes sont nombreux chez nous par rapport aux personnes âgées. Donc, si vous faites votre étude, oui, attendez, on écoute quelqu'un d'abord ici qui avait demandé la parole. Oui, voilà. Donc, si je comprends, il y a les deux conditions. Il faut que les deux conditions se réunissent. Ça y est, l'exposition et l'événement. Vous allez mesurer en même temps. C'est-à-dire pour chaque événement, pour chaque problème de santé, il y a l'exposition et l'événement. Donc, la mesure de ces deux éléments se fait en même temps. C'est ce qu'on veut vous dire ici. On a donné l'exemple de l'insécurité et malnutrition. Donc, au moment où vous allez partir sur le terrain, c'est en ce moment pour chaque individu. Vous devez cocher, est-ce qu'il est malnutri, oui ou non? Est-ce qu'il y a l'insécurité, oui ou non? C'est pas, vous n'allez pas chercher ça antérieurement, ben, revenir après 6 mois, c'est pas ça. Donc, après les principes, ça c'est les schémas possibles. Donc, on peut le faire à visée descriptive. Descriptive, on a vu, ça c'est décrire. Vous allez décrire la fréquence de l'événement dans la population dans le cadre de l'épidémiologie descriptive. L'épidémiologie descriptive, c'est juste comprendre c'est quoi. Maintenant, ça nous permet de faire cette mesure de prévalence. Prévalence, vous allez voir, on appelle ça, si on les ramène au pourcentage, ça peut être pourcentage des personnes qui utilisent des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Donc, pourcentage de prévalence. Prévalence aussi, il faut toujours garder, c'est les anciens et les nouveaux cas. Et prévalence, c'est réservé surtout pour les événements qui sont fréquents et chroniques. Pour un événement aigu, vous n'avez pas besoin de faire la prévalence. Un événement aigu, c'est quoi? C'est un événement qui vient, ça prend juste quelques temps et c'est fini. Par exemple, les grippes saisonnières. Les grippes saisonnières, on ne va pas utiliser la notion de prévalence. Par contre, on peut utiliser la notion d'incidence. Incidence, c'est les nouveaux cas. Et si c'est un événement, c'est une maladie chronique, on va utiliser la prévalence. Chaque fois qu'il y a la chronicité, il faut utiliser la prévalence. C'est bon? Donc, on a vu, ça peut être descriptif et ça peut être étiologique. Quelqu'un peut dire ça? Je vais prendre beaucoup. À visée étiologique. Elles sont également utilisées pour soulever des hypothèses étiologiques dans le cadre de l'épidémiologie analytique.
On compare alors la prévalence de l'événement chez les sujets exposés et les sujets non exposés. C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, quand vous voulez soulever des hypothèses, vous pouvez utiliser également les études transversales. L'hypothèse, c'est quoi? On va voir les études étiologiques. Les études étiologiques, ça, c'est 4 témoins au cours. À ce moment, on va chercher à faire ces liens cause-effet, la causalité, la présence des solutions qui fait qu'on a la maladie ou l'événement. Maintenant, dans la littérature, peut-être c'est un peu décrit, mais ce n'est pas enrichi. Donc, vous pouvez utiliser ces études transversales pour soulever ces hypothèses. Je vous donne un exemple. J'ai un collègue qui avait travaillé sur soupe caustique. Vous connaissez la soupe caustique, sa consommation et la survenue d'HTA. Peut-être c'est dit dans la littérature, mais ce n'est pas tellement documenté. Donc, lui, il a fait une étude sur ça. Il y a aussi des études sur la consommation de soupe caustique et la survenue de cancer de l'estomac. Donc, ça, on peut utiliser aussi, on peut utiliser des études transversales pour enrichir la connaissance par rapport à ces éléments. Donc, en ce moment, dès que vous avez ces résultats, vous pouvez continuer par une étude étiologique, comme une étude catégorie, comme une étude cohorte. C'est bon? On compare alors la prévalence des événements chez les exposés et chez les non-exposés. Donc, vous allez voir, ça c'est un peu le principe même des études étiologiques. Les études analytiques, cas témoins, cohortes, mais ici, et qui vont utiliser d'autres mesures d'association qui n'est pas comparaison de prévalence. Parce que, comme c'est une étude transversale, on ne peut que mesurer la prévalence. Donc, c'est la prévalence qu'on va comparer. On va dire ceux qui consomment soupe caustique, 15% d'entre eux ont fait l'HTA. Ceux qui ne consomment pas soupe caustique, 10% d'entre eux ont fait l'HTA. C'est ce que vous allez avoir comme résultat. Mais si c'était une étude étiologique, la mesure d'association, ça c'est l'ordre à ratio. On a vu ça dans l'introduction. L'ordre à ratio. Si c'est étude cohorte, la mesure d'association qu'on va utiliser pour chercher un lien entre consommation de soupe caustique et l'HTA, ça sera les risques relatifs. Et dans cohorte, vous allez faire le suivi. C'est-à-dire, vous prenez un groupe, ceux qui consomment, ceux qui ne consomment pas, vous allez faire le suivi pendant 5 ans. À la fin du suivi, vous allez voir ceux qui ont développé HTA, ceux qui n'ont pas développé l'HTA. Donc, la mesure, ça, c'est les risques relatifs. Si c'est cas témoins, la mesure d'association, ça, c'est l'ordre à ratio. Maintenant, nous sommes dans une étude transversale. On ne peut avoir que la prévalence. Donc, ça sera comparé chez les exposés et les non-exposés. Ici, l'exposition, c'est quoi? C'est consommation de soupe caustique. L'événement, c'est quoi? Ça, c'est l'HTA. Ça va? Des questions? Oui, bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir. Ça va? Voilà, ma question, c'est en rapport avec les liens entre l'étude
transversale et la notion de temps. Est-ce qu'on peut, par exemple, parler d'études transversales, prospectives ou bien rétrospectives? Prospective, rétrospective, on a vu ça dans les chapitres introduction. Ça, c'est seulement pour le recrutement. On aime ça au Mali, mais c'est seulement le recrutement. C'est-à-dire, quand vous faites une étude transversale, vous allez utiliser les dossiers des patients. Oui. Ça sera rétrospective. Justement. Maintenant, vous faites la même étude transversale. Oui. Vous passez dans les services, quand il y a les cas, vous prenez, ça sera prospective. OK. Maintenant, ça c'était une classification. Pour les études cohortes, il y a toujours un suivi. Vous allez les définir dans les protocoles. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être une année, ça peut être 5 ans. Donc, si vous prenez ces patients, vous faites les suivis pendant ces temps. En ce moment, vous pouvez dire que c'est prospective. Maintenant, prospective, là, c'est juste le recrutement. Sinon, la classification, c'est transversal, cas témoins, cohorte. C'est compris? C'est compris, professeur. Merci beaucoup. Sinon, on a même écrit parmi les limites, ça c'est la relation temporelle entre l'exposition et l'événement dans les études transversales. Ça, c'est l'une des limites, ainsi que les biais de sélection. D'accord. OK. Merci beaucoup. Donc ça, c'était population source, population cible. Donc, quelqu'un peut me donner, restons dans notre consommation de sucre caustique et HTA. Population source, ça sera quoi? Ce sont les personnes qui ont consommé. Consommateurs de sucre. Combien de populations sources d'abord, c'est quoi? Et vous ramenez ça dans notre exemple. Population source. Allô? Oui. Bon, la population source, ça sera la population dans laquelle on va retrouver les consommateurs de la soude caustique. Et la population cible voilà, va s'intéresser à ceux qui consomment, aux consommateurs. Allô? Bon, restons simples. Si on est dans notre soude caustique et l'HTA, population source, ça sera quoi? Population à partir de laquelle l'échantillon d'études sera sélectionné. Sélectionné, oui. Sélectionné. C'est-à-dire, vous décidez de faire une étude sur consommation soude caustique et HTA. Vous partez, vous faites votre échantillonnage, vous prenez le village A, B, C, vous partez faire l'étude là. Donc ça, c'est population source. Et comme exemple, le cas de soude caustique, ils ont pris comme population et source les pays de Bon. Voilà, comme source de consommation, c'est la consommation du taux. Donc on a constaté que dans les pays de Bon, il y a trop de consommation de taux. Et les pays maniés, donc ils ont pris ça deux. Voilà. Maintenant, ça c'est population source. Population cible, c'est l'ensemble de la population où on peut généraliser l'étude. Donc ça peut être la population maniée. Ça peut être la population d'une région. Parce que parfois vous allez trouver des problèmes spécifiques à des régions. Par exemple, si nous prenons consommation de cyanure dans les cours d'eau où il y a l'exploitation minière, les cyanures, les mercures, là, ils se retrouvent dans l'eau, dans l'environnement. Donc maintenant, population source, c'est là où vous allez faire l'échantillonnage, là où vous allez faire l'étude.
Maintenant, population cible, c'est partout où vous pouvez généraliser l'étude. Donc, si vous le faites dans mine de Fikaï à Fécola, vous pouvez ramener ça à Sikasso. Vous pouvez généraliser ça à Sikasso. Par exemple, les régions, je ne sais pas, Mopti, est-ce que Mopti ont fait l'exploitation minière là-bas? Donc, on ne peut pas généraliser à Mopti. Donc, c'est ça, population source, population cible. C'est bon? Donc, on est dans l'échantillonnage. Comment on fait ces choix-là? Population source. Il y a des critères aussi pour la population source. Donc, cette population source, ce choix est une étape importante dans la réalisation de l'étude. Le choix dépend de l'objectif de l'étude, mais également de la faisabilité. Donc, il y a cette faisabilité. C'est pour cela, parfois, quand vous faites ces calculs de nombre de sujets nécessaires, vous êtes obligé de majorer un peu. Parce que dans la pratique, vous allez trouver parfois des sujets que vous n'arrivez pas à y répondre, mais vous n'arrivez pas. Donc, pour éviter tous ces désagréments, vous pouvez augmenter. J'avais dit également que le plus souvent, on ne peut pas faire l'étude dans la population générale. On prend un petit groupe, on fait l'étude, après on va extrapoler les résultats dans la population générale. Toujours discuter les conséquences du choix sur la prévalence des événements étudiés. C'est-à-dire, le choix de cette population, vous devez tenir compte par rapport à la prévalence des événements étudiés. Oui? Je voudrais poser une question, si possible. Vas-y. Voilà, maintenant, vous avez demandé, lorsqu'on fait le calcul de l'échantillonnage, d'augmenter un peu les nombres. Oui, il y a ces facteurs-là. Oui, il y a des méthodes adaptées. Exactement. Ah, d'accord. Donc, il y a des méthodes standards. De pourcentage. Oui. Okay. Il y a des méthodes adaptées à des pays aussi. Je ne sais pas, au Mali, ils prennent 5%. Oui, ils prennent combien? Au Mali, il y a un facteur là qu'on ajoute au facteur de dispersion ou quelque chose. Ça dépend des pays aussi, quoi. Je ne connais pas les chiffres du Mali. Ok. D'accord. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse avoir un échantillon représentatif? Échantillon représentatif, ce que vous devez savoir, c'est-à-dire chaque élément doit avoir la même probabilité pour participer à l'étude. C'est ça un échantillon représentatif. C'est cette condition qui doit être remplie. C'est-à-dire, nous sommes combien ici? Nous sommes, si on pense que nous sommes 15 ici, par exemple, vous faites un échantillonnage pour avoir 6 personnes. Chacun d'entre nous doit avoir la même probabilité d'être dans ces 6. C'est ça un échantillon représentatif. De 1. De 2 aussi, si vous faites de cette manière-là, les résultats que vous aurez, ça va refléter la population générale. Sinon, si vous ne faites pas de cette manière-là, vous pouvez se retrouver avec certaines catégories qui sont plus élevées dans votre échantillon par rapport à la population générale. Donc, c'est ça, un échantillon représentatif. Il y a des méthodes aussi pour avoir cet échantillon représentatif. Quand vous montez le protocole, vous partez dans un village, comment faire ces choix entre les familles. Au sein de la même famille, comment faire ces choix entre les individus. Il y a des méthodes aussi pour ça. Ça, c'est la pratique, il y a des méthodes. Maintenant, le plus souvent, un échantillon de la population source sera recruté pour l'étude. La constitution d'un échantillon représentatif de la population source est une étape clé et repose sur 2 principes.
L'ensemble des sujets constituent la population source au moment de l'étude, représente la base d'échantillonnage. Seul le tirage au sort garantit la représentativité de l'échantillon. C'est bon? Maintenant, c'est ce que je vous disais. Comment faire ces calculs? C'est des formules simples. Vous avez ces modules, dans EpiInfo. C'est un module simple. Peut-être même si on a la connexion, je peux vous montrer. Connaissant, ça c'est une formule que vous connaissez déjà. On a fait sortir ça dans l'intervalle de confiance, la formule de l'intervalle de confiance. Donc si c'est un pourcentage, c'est égal à Z alpha sur D, le tout au carré sur I au carré multiplié par P0 multiplié par P0. Si l'événement que vous étudiez, c'est une variable quantitative, ça sera Z alpha sur D, le tout au carré sur I au carré multiplié par S au carré. I, ça c'est la précision. Donc en fonction de la précision que vous souhaitez, I, ça c'est la précision. En fonction de la précision, vous allez avoir votre nombre de sujets nécessaires. NSN là, c'est ça, nombre de sujets nécessaires. C'est le nombre de sujets nécessaires. C'est la taille de l'échantillon que vous devez inclure pour votre étude. C'est des formules, si vous voulez, à ne pas retenir, mais il faut reconnaître que ces formules existent et dans la pratique aussi, c'est utilisé. Peut-être on va même faire, il y a la connexion, on va même faire une application ici. Vous avez EpiInfo sur vos machines aussi. Sinon, sur EpiInfo, il y a les modules aussi. Bon, si c'est une étude à viser, il n'est pas absolument nécessaire que l'échantillon soit représentatif de la population. Donc ça, c'est des conditions pour une étude à visée étiologique. Maintenant, mesure de l'exposition. Comment on mesure l'exposition? On a dit dans l'étude transversale, en même temps, on va étudier l'exposition et l'événement. Donc, comment connaître l'exposition actuelle? Donc, ça repose, par exemple, si c'est les modes de vie ou habitudes de vie, tu peux ne pas avoir les résultats souhaités. Par exemple, prenons les cancers qui sont liés au tabac et l'alcool. Donc, les sociétés font que parfois, si tu veux chercher ces informations, la personne ne va pas te donner. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il est possible d'obtenir une estimation précise. Mais dans certaines situations, il est néanmoins toujours utile de connaître le contexte spécifique de l'exposition à la caractéristique étudiée. Parfois, on peut mesurer. Parfois, c'est juste demander si la personne fait ça, il fait ça, il fait pas, il fait ça. Donc, c'est ça l'exposition. Exposition antérieure. Donc, dans l'exposition antérieure, vous allez demander dans le passé est-ce que le sujet il a été exposé à ça ou pas. Et l'exposition actuelle, là, c'est difficile de mesurer sans la collaboration de la personne. Même, ça dépend, tout dépend de l'individu aussi et de l'exposition. Par exemple, il y a certaines expositions, comme ce que j'ai dit là, l'intoxication au plomb. Si vous devez faire ça, vous êtes obligé de faire un prélèvement. Donc, le prélèvement pour faire l'analyse.
vous aurez l'information. C'est comme les études toxicologiques aussi. Ceux qui prennent le cannabis, les drogues là, à travers les études toxicologiques, on peut remonter voir est-ce qu'ils consomment. Donc, si c'est prévu dans votre protocole, c'est facile d'avoir ça, si ça repose sur des examens paracliniques. Mais si c'est la personne qui doit vous donner l'information, il peut ne pas dire ce que vous recherchez. Donc, après l'exposition, c'est l'événement. Donc, l'événement aussi, ça dépend. Ça dépend de la maladie, ça dépend du problème de santé. Mais si c'est des choses qu'on mesure qui reposent sur un examen paraclinique, on peut avoir l'information facilement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, si vous pouvez revenir à l'événement, à saisir l'événement. L'événement, ça c'est l'issue. Maintenant, l'exposition, ça c'est les conditions, les états. Si je donne l'exemple, donne-moi un exemple d'un problème de santé. Donne-moi un exemple d'une étude transversale comme ça. Ce qu'on peut faire. Je vais définir c'est quoi l'événement pour l'étude. Goitre. Donc, goitre maintenant, ça c'est l'événement. La survenue de nodules thyroïdiens. Ça c'est l'événement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces nodules-là? Ouais, si on veut chercher les causes, l'exposition qui ont fait qu'il y a ces nodules, ça c'est consommation de l'iode. Carence en iode, quoi. Consommation de l'iode, oui ou non, quoi. Ou des milieux spécifiques pauvres en iode. Ou des expositions antérieures à des irradiations. Donc ça, c'est les expositions. Donc c'est ça l'exposition, l'autre c'est l'événement. Donc si dans un milieu X, par exemple, on veut connaître la prévalence du nodule thyroïdien, parce que tous les nodules ne sont pas goitres aussi, mais c'est l'appellation nodule qui regroupe tout, nodule thyroïdien. En ce moment, on va chercher les expositions possibles qui sont liées à la survenue du nodule thyroïdien. Comme on a dit, ça peut être l'iode, ça peut être les irradiations. Ça, c'est même quand il s'attaque à lui-même. C'est ça les maladies auto-immunes. Le corps, il va s'attaquer à une partie de son corps qu'il considère comme élément étranger. C'est bon? La sage, donne-moi un exemple. HRP. Non, je veux des exemples qui sont... Au lieu d'HRP, là, moi, j'allais prendre l'autre là. Pré-éclampsie. Pré-éclampsie. En 2005-2006, là, j'étais au service de gynéco Gabriel, là. On gérait ça tellement. Prendre aussi la rupture utérine. Rupture utérine? Oui. Ça, c'est quoi? Événement ou exposition? C'est l'événement. C'est l'événement? Oui. Ça peut être l'exposition aussi. Hein? Oui, selon... Bon. Si on cherche péritonite, là, les causes de péritonite, ou d'hémorragie interne. Oui, mais
Je pense oui, allez-y. Maintenant, si c'est l'événement, quelles sont les causes possibles? Voilà, un titre pour une étude. Les causes possibles ici peuvent être un mauvais usage de l'oxytocine, par exemple, ou une dystocie obstétricale. Une macrosomie. Voilà, la dystocie, quoi. Okay, un bassin limite. Monsieur le Président. Un bassin limite, par exemple. Ouais, bon. Un bassin généralement rétréci. Rétréci, oui. Merci, docteur Aïdra. OK. Voilà. Donc, évaluation de l'exposition antérieure, on était à ce niveau. Les mesures de l'événement aussi. Donc, il peut être utile de s'intéresser aux antécédents concernant l'événement s'il s'agit d'épisodes potentiellement récurrents. Maintenant, les biais, on est dans les biais. Lesquels est le plus fréquent dans les études transversales? C'est quoi biais? Les erreurs. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dit au début? Vous avez parlé du biais de sélection. Sélection. Oui. Donc c'est même en gras ici. Biais d'information. Oui. Oui, mais biais de sélection, on avait dit, ça c'est surtout pour les études transversales. Oui. Maintenant, on avait donné l'exemple d'un autre biais d'information. Information. Maintenant, c'est le biais de sélection qui est surtout fréquent avec les études transversales. Donc, c'est l'exemple que j'avais donné, biais, l'effet du travailleur sain. C'est-à-dire un travailleur sain, rarement vous pouvez l'avoir au cours d'une enquête dans un milieu professionnel. Parce que lui, le plus souvent, il ne va pas tomber malade. Donc, quand on l'étudie, il faut que l'échantillon soit représentatif. Le micro est coupé, hein? Oui, c'est parti. On les a perdus. C'est la connexion qui déraille là-bas. C'est ça.